Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence dans le cadre de Mars Bleu. Nous sommes désolés pour ce petit retard qui font partie des aléas du direct. Bienvenue à toutes et tous. Ce soir, donc, une webconférence dédiée au dépistage, les jeunes aussi. Dans le cadre de Mars Bleu, la sensibilisation au dépistage, on rappelle que le dépistage est aujourd'hui, la campagne nationale est entre 50 et 74 ans et donc nous allons échanger avec nos experts s'il y a des situations particulières. Donc pour cela, nous serons avec le professeur Ponchon qui va nous rejoindre tout de suite, qui est gastro-entérologue à Lyon, et avec Myriam, patiente de Mon Réseau Cancer Colorectal. Bonjour à tous les deux. On vous a vu hier sur les réseaux à l'Assemblée nationale, donc vous allez nous raconter tout ça et je laisse tout de suite la parole à Laure. Voilà, quelques mots très rapides déjà donc pour vous accueillir pour cette dernière soirée de Mars Bleu. Il y aura d'autres conférences de cancer colorectal pendant l'année. C'est aussi une innovation qu'on peut faire. Et du coup, je voulais juste dire que pour notre association Patients en Réseau et pour l'équipe de Mon Réseau Cancer Colorectal, c'est extrêmement important de participer à finalement se mobiliser pour le dépistage du cancer colorectal. On peut faire beaucoup mieux tous ensemble et on a la conviction profonde que les personnes malades, les proches des personnes malades, que ce soit un cancer colorectal ou un autre type de cancer, on devient beaucoup plus sensible finalement aux questions de santé, de faire attention à sa santé, prévenir, faire en sorte d'avoir la meilleure santé possible. Et puis justement découvrir ces maladies le plus tôt possible parce qu'on sait que ça peut nous changer la vie. Et donc on devient un peu des vecteurs d'information autour de nous. Et c'est donc de tout cela qu'on va parler ce soir. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole au professeur Ponchon, avec qui on a eu quelques petits soucis pour se connecter ce soir. Donc j'espère qu'on va bien vous entendre et on va vous mettre vos slides. Bonsoir professeur. Très bien. Eh ben, écoutez, du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Myriam, donc je suis patiente, membre du réseau mon cancer colorectal, parce que bien sûr, j'ai été touchée par cette maladie avant l'âge de 50 ans, donc je n'étais pas dans le dépistage organisé, parce que la campagne, comme vous le savez, ne commence qu'à 50 ans. J'ai découvert ce réseau lors de ma première maladie et ça m'a beaucoup apporté de pouvoir trouver des patients comme moi, des jeunes et des moins jeunes, et d'être accompagnée dans cette première épreuve que je vivais. Du coup, je vais revenir un petit peu sur mon parcours parce que, comme l'a dit Laure, je suis plutôt sensibilisée à la cause des jeunes qui ne sont pas dans le dépistage organisé parce que c'est important. J'ai mis plusieurs années à être diagnostiquée, tant par les urgences qui m'ont accueillie que par mon médecin traitant, que par mon gynécologue, que un petit peu par tout le monde, où quand j'ai enfin pu avoir accès à un gastro-entérologue qui finalement m'a dit: «Si vous y tenez, ça fait quand même 3 ans que vous insistez, que vous avez quelques douleurs, mais rien d'alarmant. On a fait une écho, ça va. On a fait une prise de sang, ça va. Franchement, mais bon, écoutez, on va quand même aller voir parce que vous insistez vraiment et on en reparle à l'issue de la coloscopie.» Parce que quand je me suis réveillée de la coloscopie, elle m'a dit: «Bah, écoutez, vous êtes attendue demain par le professeur dans l'hôpital. Vous serez opérée la semaine prochaine. On attend les résultats de la NAPAT, mais franchement, c'est à vue d'œil, c'est bien cancéreux, c'est bien avancé comme stade.» Et là, vous vous réveillez, vous dites: «Oh, mais ça fait 3 ans que je vois des professionnels de santé, que je leur dis: "Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas". J'ai vraiment des accès avec vraiment mal au ventre. Heu, le gynécologue m'a dit que c'était pas de l'endométriose. J'ai fait des examens, j'ai fait une échographie, j'ai fait une prise de sang.» Enfin, dans mon parcours, j'ai déjà avancé de manière assez importante depuis 3 ans, suffisamment pour leur dire: «Il y a quelque chose qui va pas», pour me soulager. J'ai vraiment des crises importantes.
Et pour être entendu, à aucun moment, même la gastro-entérologue n'a dit: «Mais oui, on va tout de suite regarder parce que ça pourrait être, quelque chose d'important». L'impression, après en avoir discuté avec d'autres patientes jeunes que, bah, déjà quand on est une femme, on vous dit: «Oh, c'est les règles, c'est le stress, c'est le côlon irritable, c'est ci, c'est ça». Heu, on n'y pense pas. Nous, on n'y pense pas et les professionnels de santé n'y pensent pas. Donc c'est important pour moi aujourd'hui de témoigner afin de sensibiliser la population, que ce soit la population médicale ou la population générale, au fait que, le cancer colorectal n'est pas qu'un cancer de vieux. Voilà, pour le dire, clairement et qui c'est important d'avoir accès à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaite enfin je m'engage au sein de MRCCR pour, demander l'abaissement de ce dépistage organisé à minimum à 45 ans, mais aussi faire évoluer les mentalités, que ce soit, comme je disais, dans le corps médical ou, dans le corps général, dans la population générale, y compris, dans la famille. C'est une fois qu'on m'a opérée, une fois que j'ai attaqué la chimiothérapie, où on vous dit: «Ah mais ta grand-mère est morte de ça et puis ta mère, elle avait eu des stomies». Et là, vous tombez des nues en disant: «Mais si on m'avait parlé de ces antécédents familiaux, peut-être que ça aurait été un petit plus vers ce diagnostic-là et peut-être qu'on m'aurait diagnostiqué plus tôt et peut-être que je n'aurais pas eu de chimio ou peut-être que ça n'aurait pas évolué en cancer». Bah, Voilà écoute, un petit merci peu tout beaucoup ce que je voulais vous Myriam. dire. Merci beaucoup Myriam de ce témoignage. Moi, je trouve que c'est extrêmement important parce que ça souligne plusieurs choses. Ça souligne déjà le fait de se connaître soi-même et de, quand on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, d'insister. On voit que d'insister, ça peut vous sauver la vie aussi, hein, d'aller jusqu'à un examen où on sent que profondément il y a quelque chose qui va pas. Ce que tu décris, c'est cette errance diagnostique aussi, enfin, le fait de sentir qu'on n'est pas forcément écouté sur quelque chose qui pourtant est gênant et revient, et pourtant tu en as parlé à plusieurs professionnels. Donc je crois que sensibiliser les professionnels de santé et qu'il y ait j'allais dire quelque chose de partagé peut-être entre eux, qu'il y ait plus une alerte en disant mais en fait cette patiente elle a vu tel et tel, elle a déjà consulté, elle s'est déjà plainte de ça en fait, qui est quelque chose qui va remonter et on fera sûrement, euh, j'allais dire enfin c'est l'intérêt par exemple de ce dossier de mon espace santé par exemple qui permettra aussi de voir si on partage avec ces différents soignants que les soignants prennent l'habitude de s'alerter, c'est-à-dire qu'on va voir son médecin traitant mais aussi son gynéco, etc. Donc ça peut faire partie des choses à faire évoluer. Et puis l'autre chose qui est très tabou quand même avec le cancer colorectal, c'est en parler en famille. Et je crois que à travers ces témoignages, c'est aussi très précieux de se dire qu'il faut arrêter de garder les questions de santé sous le sceau du silence, parce qu'en fait, on se protège en famille aussi en connaissant nos risques un peu particuliers. Et c'est l'occasion de peut-être de lire sur le chat, de vous accueillir et de lire peut-être le message de Brigitte qui nous dit je suis une maman jeune de 33 ans diagnostiquée d'un cancer du rectum très avancé après une longue errance et un non-vu médical. En fait, sur mon réseau cancer colorectal, on est un peu effaré, on est préoccupé de voir effectivement quand il y a des personnes assez jeunes qui nous rejoignent, souvent les maladies sont avancées, donc c'est vraiment très préoccupant parce que les traitements sont beaucoup plus lourds. Et on a créé un groupe. Il y a des sous-groupes pour échanger. Vous pouvez vous retrouver selon les différents types de maladies que vous pouvez avoir. Et c'est l'occasion d'ailleurs de saluer Cyril qui est là et qui est co-responsable du réseau, qui met énormément d'énergie aussi à faire bouger les lignes. Et donc il y a un groupe, les jeunes aussi, justement pour vous aider si vous êtes concerné en étant jeune, voilà, retrouver d'autres personnes comme vous. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un travail de remonter avec votre accord aussi, ou peut-être de remonter j'allais dire, de vos histoires, de vos errances, pour qu'on soit entendu par les soignants et peut-être aller voir
Et on va, si le professeur Panchon peut prendre la parole, on va lui laisser la parole. Et après, ça sera la discussion avec vous. Donc, c'est l'occasion aussi de vous dire qu'il y a un onglet questions où vous pouvez, tout au long de la rencontre qui va tout d'un coup très bien se passer, vous allez voir. Donc, vous pouvez poser vos questions et on les prendra voilà, après l'intervention du professeur Panchon, qui, j'espère, va pouvoir être audible. J'espère aussi, je suis navré de ces problèmes techniques. J'ai l'impression que ça marche un peu mieux avec ce lien, mais je pense que c'est un problème local sur la ville ici. Bon, je disais que j'habite à Lyon, certes en ville, certes, mais dans un endroit qui est un petit village. Et il faut voir que les fils téléphoniques sont encore attachés à des poteaux en bois. C'est un peu le Far West dans Lyon. Bon, bref, ça peut expliquer les problèmes. Ça arrive rarement, mais j'ai l'impression que ça arrive aujourd'hui. Donc, excusez-moi. Donc maintenant, avant, j'étais à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Donc, j'étais professeur de gastroentérologie. Et puis maintenant, je suis toujours professeur. On peut dire oui, certes, mais dans un centre de lutte contre le cancer. Non pas que j'ai été mis dehors par ma structure, mais parce que j'avais atteint la limite d'âge pour cette structure et du coup, j'ai repris de l'activité dans un centre de lutte contre le cancer. Et c'est un endroit que finalement j'aime bien, non pas parce que c'est un centre de lutte contre le cancer, mais parce que je crois que c'est un centre très efficace en termes de traitement et puis qui s'intéresse maintenant à la prévention et au dépistage. Donc la suivante. Alors, la diapositive suivante, à moins que je puisse les passer moi-même. Oui, vous pouvez les passer vous-même, vous savez, avec les petites flèches sur la droite. Voilà, c'est plus simple. Alors, ok. Oui, alors, donc il y avait 3 nouveautés dont je voulais parler et du coup, pour répondre à 3 questions et plus 2 points à discuter avec vous. Alors, un petit rappel simplement sur l'histoire naturelle du cancer et pourquoi finalement on a intérêt à dépister et à faire des coloscopies, parce que les cancers ont un précurseur qui est une lésion qu'on appelle un adénome. À vrai dire, il y a depuis une vingtaine d'années, on a mis en évidence un autre précurseur qu'on appelle les lésions Feston-Cécile, mais c'est à peu près quand même la même chose. Et effectivement, ce sont des polypes que l'on peut enlever. Comme vous voyez, tous les polypes, tous les adénomes ne évoluent pas vers un cancer. Il y en a certains qui disparaissent en cours de route. Ceux qui commencent à nous inquiéter, c'est ceux qui se font plus de 1 centimètre. Et vous voyez qu'il y en a 1 sur 4 qui évolue vers un cancer à droite. Et l'évolution est effectivement assez longue, ici sur une dizaine d'années, ce qui explique l'intérêt de faire un dépistage et de pouvoir les traiter à un stade précoce par coloscopie. Ça, vous le saviez déjà probablement. Les chiffres, vous les connaissez, 43 000 nouveaux cas par an, 17 000 décès et un taux de survie qui est maintenant à 5 ans à 63%. Qui s'est beaucoup amélioré grâce aux nouveaux traitements. Donc, la prise en charge des formes avancées s'est beaucoup améliorée, mais ça ne veut pas dire que il faut reposer la prise en charge que sur le traitement. Au contraire, il faut privilégier beaucoup, bien entendu, le dépistage, puisque pour le coup, faisant le dépistage, on évite d'aller à ce traitement et à prendre des risques. Alors, ça, c'est une diapositive très importante qui situe le problème et qui situe les 3 niveaux de risque et qui reprend un peu ce qu'on connaît pour le dépistage organisé. Alors, le dépistage organisé, c'est la colonne de gauche, c'est la population générale, c'est les personnes qui n'ont pas de symptômes. Vous voyez, ils ont un risque de faire un cancer dans la vie de 3 à 4%, quand même, ce qui est important, et ça représente 80% des cancers. Et là, c'est le dépistage organisé par la recherche de sang dans les selles et la coloscopie si le test est positif. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est là qu'on va donc effectivement agir quand on s'occupe du dépistage organisé. Et il y a la colonne du milieu, c'est le risque élevé. Le risque élevé est quand même assez bien caractérisé. Alors évidemment, ça peut être des symptômes, par exemple, des symptômes rectorragie, des vraies rectorragies, des troubles du transit, des douleurs, mais plus précisément, ça peut être des antécédents d'adénome avancé ou de cancer colorectal à titre personnel, ou pour un parent au 1er degré, moins de 65 ans, ou 2 parents au 1er degré, quel que soit l'âge. À vrai dire, éventuellement, ces éléments ont tendance à pouvoir être modifiés actuellement. Mais enfin, grosso modo, c'est quand même ça. Et il y a des antécédents également de ce qu'on appelle le
maladie inflammatoire intestinale, qu'on appelle MICI, maladie de Crohn rectocolite. Donc, c'est des personnes qui ont un risque suffisamment élevé pour qu'on ne fasse pas un dépistage organisé par une recherche de sang dans les salles, malgré la bonne sensibilité de ce test, parce qu'il y a souvent quand même des lésions et il faudra traiter ces lésions, donc autant aller plus vite à la coloscopie. Et le risque, vous voyez, n'est pas quand même considérablement plus élevé que les personnes à risque moyen. C'est toujours 2 ou 3 fois plus. Et par exemple, je prends un exemple, il y a un précurseur du cancer du pancréas qui est la pancréatite chronique. Le risque, c'est 10 fois. Là, c'est 2-3. Mais ça représente 20%, on peut dire, de la population, et la coloscopie doit être réalisée directement. Et puis finalement, à droite, j'en parlerai peu, c'est les personnes à très haut risque qui ont des prédispositions de type polypose ou cancer familiaux. Et donc, malheureusement, ils ont un risque quand même très, très élevé de faire un cancer, de 100%, par exemple, pour la polypose. Et donc, ça représente fort heureusement que 1 à 3% des cancers colorectaux. Alors, pour le coup, c'est une démarche très différente, puisqu'on recherche le gène, on recherche et on procède à la coloscopie, en général, évidemment, assez jeune. Il y a des critères, enfin, il y a des éléments bien précis. Alors, un élément d'actualité, c'est toutes les personnes à risque moyen ont le même risque, parce que je vous ai dit, voilà, 3 à 4%. Et non, c'est pas vrai, parce que il y a un travail en cours sur le sujet, qui est les facteurs environnementaux jouent beaucoup. Alors, dans les risques moyens, ce qui joue le plus, en fait, c'est l'âge quand même. Hein. C'est l'âge. L'âge, c'est l'élément majeur. Évidemment, plus on est âgé, plus on est à risque de faire un cancer. Sauf si on a participé au dépistage. Donc, les rôles des facteurs environnementaux sont connus. Alimentation populaire, c'est en lumière rouge, ou en charcuterie, hein, en particulier à cause du sel, qui est un élément conservateur, des nitrates, alcool, tabagisme, obésité, diabète, sédentarité. Donc, des éléments qu'on retrouve déjà pour d'autres maladies, d'autres cancers, etc. Et ce qui a conduit finalement à proposer, et maintenant il y a un financement qui est accordé à la sécurité sociale sur le sujet, proposition d'une consultation de prévention. Alors, c'est certainement bien, mais en fait, prévention, ça concerne également beaucoup d'autres pathologies. Donc, ce qu'il faudrait viser, c'est quand même à ce qu'il y ait une consultation spécifique, dépistage des cancers, peut-être même, on pourrait dire prévention, dépistage des cancers, quoi, mais sortir des autres pathologies, l'hypertension, le diabète, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de messages à faire passer, et je pense qu'il faut être plutôt clair. Et le dépistage, en quelque sorte, c'est quand même, contrairement à la prévention primaire, hein, où il faut mieux s'alimenter que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien bordé, bien précis et qui est très efficace, et immédiatement, enfin très vite. Donc, il faudrait privilégier cette consultation de dépistage. Et on pourrait établir un score de risque, pas seulement fondé sur les facteurs familiaux, et ça pourrait conduire, par exemple, hein, c'est une hypothèse, à faire varier le taux de seuil de détection d'hémoglobine dans les selles, ou à recommander directement la coloscopie. Hein. Et pourquoi le seuil de détection de l'hémoglobine dans les selles? Parce que c'est l'avantage du test immunologique. Avant, on avait un test au Gaillac, un test, c'était colorimétrique, vous voyez, il fallait voir une variation de couleur avec ses yeux, les yeux du lecteur. Donc c'était très subjectif. Maintenant, c'est un test immunologique, on met un cut-off à une certaine hauteur, en dessous, non, c'est blanc, au-dessus, c'est noir, mais on peut faire varier la hauteur du seuil. Donc voilà l'intérêt de redéfinir les personnes à risque moyen, de ne pas considérer que toutes les personnes à risque moyen sont finalement à risque moyen. Alors, ça me permet de sauter sur le problème du fait que les risques sont aussi quand même variables d'un pays à l'autre, parce que malheureusement le dépistage il marche pas bien, il marche de façon très différente d'un pays à l'autre. Alors en Europe, les taux acceptables c'est 45% et les taux recommandés 65%. Alors vous voyez quand même que c'est un peu, comment dire, hypocrite, hein, on dirait les taux acceptables 45%. Oui, on est obligé de dire ça, mais ça serait mieux recommandé quand même. Hein. Et les taux les plus faibles, entre autres la France. Alors, on a des pays qui font plus mal, mais vous voyez, la France, c'est 35,5%, taux récent. C'était tombé à 29% pendant le Covid, ça s'est un peu rattrapé après, mais enfin, c'est pas un bon taux par rapport aux taux les plus élevés, Pays-Bas. Et même entre les deux, vous voyez que l'Espagne, l'Italie du Nord, c'est bon, même si on considère que ce sont des pays latins pour une grande partie de la France.
Et au Royaume-Uni, c'est 59%. Donc, on fait partie des mauvais élèves de l'Europe, et c'est extrêmement, personnellement, on va dire, hein, mais mon rôle n'est pas trop d'épiloguer sur le sujet, voilà. Et la tristesse c'est que le dépistage est efficace. Le dépistage est efficace parce que le dépistage commence à déjà faire baisser l'incidence du cancer. Vous voyez, ça c'est un registre représentant 99% de la population américaine. Vous voyez, quand on prend alors en haut c'est l'incidence, hein, du cancer. En bas c'est la mortalité. Hein. Donc pour la mortalité ça baisse, que ça soit l'homme ou la femme, ça baisse. Et l'incidence ça baisse pour l'homme, mais vous voyez, pour la femme, ça reste quand même assez stable. Donc, mais quand même, ça baisse. Ça baisse sous l'influence du dépistage. Et vous voyez, quand on regarde ce tableau, on regarde les cancers qui, malheureusement, augmentent d'incidence, c'est tous ceux qui sont en rouge. Et ceux pour lesquels ça baisse, ben, il y a le côlon, le rectum, qui est compris dans ceux qui baissent, quoi. Voilà, c'est pas on peut pas dire que ce soit les cancers, on se réjouit pas qu'il y ait des cancers, mais on peut quand même constater que ça baisse. Alors, quand vous prenez le pancréas, le pancréas, ça continue à monter. Le pancréas, on connaît le mauvais pronostic du cancer du pancréas. Et très clairement, d'après ces registres, la mortalité par cancer colorectal a diminué aux USA sur ces 5 dernières années. Et ce qui est dit, c'est que plus probablement, c'est en raison du dépistage du cancer colorectal, la participation aux États-Unis étant passée de 39% à 55%, et on estimera qu'elle sera 61% l'année prochaine, en 2025. Alors, les Américains n'ont pas un schéma de dépistage aussi rigide que le nôtre avec la recherche de sang dans les selles à la coloscopie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les Américains, mais s'il n'y a pas de dépistage organisé, on va pas chercher les gens chez eux, ce n'est pas nominatif, on fait la promotion du dépistage, on dit, voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez, en particulier même le coloscanner, hein, la capsule colique également. Bon, mais moyennant quoi, bon, il y a finalement 61% qui arrivent à faire un test quelconque. À vrai dire, en France, quand on regarde coloscopie et test de recherche de sang des selles, on dépasse les 50% quand même, hein, quand on met les deux. Alors, et c'est très intéressant de voir qu'il y a des pays avec un programme bien établi de dépistage, même si en Allemagne, par exemple, c'est pas organisé comme en France, c'est-à-dire que c'est pas nominatif. Hein, on incite la population à faire. Vous voyez, hommes, chaque année, ça baisse de 1,6 à 2,5%, femmes, 1,3 à 2,4%. Ce qui est quand même un élément nouveau, hein, et intéressant. Alors, en revanche, les pays sans programme de dépistage, Bulgarie, Estonie et Norvège, c'est-à-dire que Norvège, ils sont toujours en train de travailler la mise en place de la coloscopie, ils ont une étude en cours. Vous voyez, ça augmente. Et en France, ça baisse un peu. Ça baisse un peu, en particulier pour les hommes, voilà. Que ce soit le nombre de cas et le nombre de décès. Et les femmes, nombre de décès, ça baisse. C'est un peu comme aux États-Unis, vous voyez. Mais ça baisse moins qu'aux États-Unis, voilà. C'est moins 0,6% par an. Mais ça traduit quand même l'effet du dépistage. Même si, on a des mauvais taux de participation, il y a un effet quand même. Heureusement. Alors, comment améliorer les taux de participation? C'est la deuxième question. Et ça, je ne veux pas être trop épilogué. Je pense qu'en grande partie, ça vient, à mon avis, de l'absence d'un pilotage de qualité. Voilà. Okay, soyons clairs. Le pilotage n'est pas suffisamment de qualité en France, enfin, voilà, du dépistage organisé. Bon, mais on s'est interrogé pour multiplier les voies de distribution des tests, parce que au départ, c'était le médecin traitant. Quand on a généralisé le dépistage, le médecin traitant est certes utile. Bien entendu, je ne peux pas dire l'inverse, mais simplement, certains n'ont pas de médecin traitant. Hein, beaucoup de Français n'ont pas de médecin traitant. Ces médecins traitants sont débordés. Certains n'adhèrent pas aux missions de santé publique. Certains peuvent avoir finalement pas de secrétariat, ce qui rend plus difficile toutes ces activités qui sont quand même de l'ordre un peu du secrétariat. Donc, du coup, le médecin traitant, par exemple, aux Pays-Bas ou en Angleterre, c'est pas la voie de passage. Ils ont testé, ils ont dit, non, c'est pas bien, il faut faire autrement. Et donc, ça, c'est le médecin traitant. Et ensuite,
On a, évidemment, il y a eu l'état fit. Bon, ok, mais c'est un nouveau test. Mais après, on a autorisé les gastroentérologues, gynécologues, médecins de centre de santé. Mais c'est pas eux qui sont pas assez nombreux pour faire bouger la distribution. Il y a la commande en ligne. Maintenant, il y a les pharmaciens et la question se pose de l'envoi direct. 2022, commande en ligne, pharmacien. Alors, quels sont les premiers chiffres? Commande en ligne. Actuellement, en aura, dans ma région, ça représente 4 à 5% des tests distribués. C'est pas beaucoup. Les gens n'adhèrent pas beaucoup à la commande en ligne. Pharmacien, mise en place progressive. Ce qu'on a pu quand même observer, on ne sait pas pour l'instant ce qu'on donnait la distribution par les pharmaciens, ce qu'on a pu quand même observer, c'est qu'il peut y avoir un transfert pour des personnes qui participaient, ils passent du médecin traitant au pharmacien. Je l'ai vu dans un département qui marchait très bien avec les médecins, et qui tout d'un coup, finalement, a des mauvais taux de participation parce que, du fait que maintenant c'est peut-être distribué par les pharmaciens, ça peut peut-être un peu, entre guillemets, interpeller les médecins et les détourner de cette action. Alors, les envois directs. Alors, pourquoi j'ai marqué envoi direct? Parce que c'est ce qui marche dans les autres pays européens, c'est ce qui marche aux Pays-Bas, en Angleterre, etc. Et on a, en France, plutôt que de dire, on lance, puisque ça marche dans les autres pays, eh bien, on a encore refait des études, ce qui va nous prendre encore 5 ans, voilà. Et les premiers chiffres on vient d'être sortis par le grand test. En fait, ils avaient des taux de participation dans un département à 18%, enfin dans une petite partie du matin à 18%, ils sont montés à 26%. Ça monte, mais les taux sont tellement bas de départ que on s'interroge. Voilà, c'est bon. Enfin, il faut effectivement. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut le mettre en place au prix, certes, de tests qui seront inutilisés, mais ça marche dans les autres pays. Question 3, faut-il dépister avant 40 ans, avant 50 ans, après 74 ans? Alors ça, c'est une question très d'actualité. Et ça vient des États-Unis, parce que, vous voyez, aux États-Unis, cette carte, vous connaissez la carte américaine avec les différents États. Alors, ce qu'ils appellent Average Annual Percentage Change, ça veut dire c'est l'augmentation annuelle, ou le changement annuel d'incidence, voilà, en pourcent. En 20 ans, vous voyez, en 10 ans, pardon. Vous voyez, bien, tout ce qui est un peu foncé, là, c'est plutôt d'ailleurs à l'ouest, eh bien, ça monte de 2,6 à 3,8. Et chaque année, l'incidence augmente de 2,6 à 3,8%. Voilà. Chez les jeunes. Et chez les personnes qui ont moins de 50 ans. Ça, donc, alors que l'incidence baisse maintenant chez les plus anciens qui sont dans le dépistage. Et quand on regarde le côlon, le rectum, c'est à peu près identique. Vous voyez, il y a quand même des petites différences entre les États. Mais bon, c'est à peu près identique. Donc, ça, c'est un élément inquiétant. Et en Europe, on a aussi des données. Vous voyez, la France, c'est pas un bon élève. Quand on regarde APC, ça veut dire c'est le changement chaque fois, c'est le pourcentage d'augmentation. Vous voyez, la France, c'est 3 à 4%. Non, ou même, pardon, pas 3 à 4%, 4-5%. Il y a des pays où ça bouge moins, mais enfin bon, après, il faut voir la fiabilité de ces taux. Mais en général, ça monte en Europe. Et ça monte, c'est pas, je veux pas dire que c'est intéressant. Non, les chiffres sont intéressants. Évidemment, le fait que ça monte, c'est pas intéressant. Au contraire. Mais les chiffres sont, interpellent. Ça monte beaucoup pour les 20-29 ans. Vous voyez, plus 8%. 30-39 ans, plus 5%. 40-49 ans, plus 1,6%. Mais quand même, il y a beaucoup plus de bases de cancer à 40-49 ans qu'à 20-29 ans. En fait, 20-29 ans, ça représente très peu de cancer. Heureusement, 40-49 ans, ça représente déjà une partie importante. Enfin, l'incidence est déjà forte et l'incidence continue à varier. Je vais vous donner un exemple. Il faut bien comprendre l'effet de l'âge. En dessous de 49 ans, le risque d'avoir un cancer est 15 fois inférieur que quand on a plus de 74 ans. C'est 15 fois inférieur en dessous de 50 ans que quand on a plus de 75 ans. Okay. Donc l'âge est un élément majeur. Mais greffé sur l'âge, on voit que, l'incidence augmente fortement et encore plus fortement pour les plus jeunes. C'est ça qui est inquiétant. Et voilà, c'est les variations, vous voyez, par année, 20-29 ans, 39 ans. 20-29 ans, ça explose. 39 ans, ça remonte considérablement. 40-49 ans, c'est un peu plus modéré. Mais c'est quand même inquiétant parce que, vous voyez que l'échelle, c'est 1 à 13. C'est Ariésie, c'est 13 fois plus haut. Il faudrait que ma courbe soit située
13 fois plus haut que la courbe ici. Et pour le côlon, ça bouge beaucoup, vous voyez, pour le 20-29 ans, beaucoup. Ça reproduit un peu la précédente, à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup de cancers du côlon, il y a peu de cancers du rectum, beaucoup moins. Vous voyez, ça change pour vous. Et le cancer du rectum, c'est un peu des courbes, c'est un peu différentes. Ça monte dès le début pour les jeunes, et pour le coup, ça reste stable pour les 40-49 ans. Bon, enfin, ces chiffres interpellent. Et on peut estimer que en 2030, 11% de tous les cancers coliques et 23% de tous les cancers du rectum concerneront les moins de 50 ans. Et il y a un registre, plutôt un registre américain, qui dit que l'incidence du cancer colique va augmenter de 90%, du cancer du rectum de 124% en 2030 chez les individus entre 20 et 24 ans. C'est vraiment, alors 20 à 24 ans, c'est pas la cible, parce que, comme je vous ai dit, l'incidence c'est quand même très faible. Mais ça montre que toute cette population voit son incidence augmenter. Et alors, les raisons, on va en parler, mais elles sont évidentes. Alors, juste un petit mot sur après 74 ans. Après 74 ans, vous voyez, j'ai mis le risque est 15 fois celui d'avant 50 ans. Il faut prendre en compte trois facteurs. L'existence d'autres maladies, aucun effet du dépistage. Si par exemple, il y a des maladies cardiovasculaires, effectivement, malheureusement, il y a des pathologies qui empêchent que les gens puissent bénéficier du dépistage. Il y a aussi la préférence de la personne. On ne peut pas imposer ou beaucoup bousculer personne au-dessus de 14 ans à faire du dépistage. Et alors, il y a un effet très intéressant il faut insister dessus. C'est qu'une personne qui a bien fait son suivi, qui a bien été dépistée tous les 2 ans, eh bien, il est protégé. Il est comme vacciné. Et donc, quand la personne est bien suivie, c'est pas la peine de continuer le dépistage, on pourrait dire. Alors c'est que quand elle a été mal suivie, tout d'un coup elle se réveille à 74 ans, alors là, il faut vraiment bien faire le dépistage. C'est un effet curieux. Donc ce qui fait que les nouvelles bornes d'âge sont discutées en Europe, bien entendu, mais aux USA, certaines sociétés recommandent de faire avant 50 ans maintenant, mais après 45 ans, et après 74 ans, mais avant 85 ans, tenant compte des 3 facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, l'élément majeur, évidemment, enfin, vous le savez, c'est ce que j'ai dit précédemment. C'est tous les facteurs de risque qui augmentent, qui font passer les personnes à risque moyen à un risque un peu plus élevé. L'alimentation, la sédentarité, l'obésité, le tabac, et l'alcool. Voilà. Et on peut dire que ce qu'on dit, la malbouffe que l'on rencontre chez les jeunes est une cause majeure de cette augmentation. Peut-être que la viande grillée, les fast-food, voilà. Ok. C'est triste. Et alors, il faut évidemment retourner ça, mais une façon quand même de protéger cette population, c'est de s'interroger sur un dépistage, parce que le dépistage protège, c'était montré chez les plus anciens. Alors, 2 petits mots que je voulais discuter. C'est le dépistage du suivi des personnes à risque avec. Il faut quand même que vous sachiez que moi, je m'occupe des risques moyens, comme président de structure de dépistage, mais paradoxalement, je n'ai pas à prendre en charge les personnes à risque élevé. Plus exactement, ces personnes ont elles ont des antécédents familiaux, donc elles font une coloscopie. Bon, je vais pas les chercher pour leur faire une coloscopie. Premièrement, je n'ai pas le droit de le faire. Et deuxièmement, quand elles ont une coloscopie, je n'ai pas le droit, théoriquement, de leur dire il faudra en faire une à 3 ans, à 5 ans, etc. Ce n'est pas dans le cahier des charges, ce n'est pas dans mes prérogatives. Mais il faut dire quand même que sur le Rhône et sur la métropole de Lyon, je l'ai mis en place, grâce pour le coup à un financement de l'INCa, et on reconvoque les personnes à la coloscopie, et ça marche bien. C'est-à-dire que quand les patients ne sont pas reconvoqués, elles ne vont à la coloscopie de surveillance que dans 50% des cas, dans les délais qui ont été indiqués, mais quand on les surveille et quand on les reconvoque, eh bien, c'est 80%. Donc, il faudrait que les structures de dépistage s'occupent également des personnes à risque élevé et qu'elles n'ont pas simplement, finalement, reconvoquées, mais pas, elles sont pas reconvoquées, hein. En fait, à vrai dire, parce que les gastroentérologues n'ont pas le droit de faire de clientélisme. Voilà, ne soient pas laissés dans la nature, entre guillemets, simplement avec une consigne. Il faudrait pouvoir les suivre et leur dire ce qu'il faut faire. Et puis, deuxième point, le financement du dépistage organisé. Ça, c'est un élément même majeur, c'est le cœur de la bataille du dépistage. Le financement est à la louche. Le financement de nos structures est à la louche. Et il faudrait que ce financement soit sanctuarisé
ce financement comporte, évidemment, pourquoi? Parce que le dépistage permet, entre guillemets, de faire des économies en évitant les formes avancées. C'est évident. Malheureusement, le traitement des formes avancées est coûteux et en faisant le dépistage, on fait des économies. Alors, l'idée n'est pas de faire des économies sur la santé. L'idée, c'est de faire des économies pour investir ailleurs, entre guillemets. Hein. Et en tout cas, non seulement on sauve des personnes, non seulement on améliore la qualité de vie, mais en plus, si on peut éviter des dépenses qui sont inutiles, c'est quand même vraiment remarquable. Ben non, ce n'est pas chiffré. On ne chiffre pas ce que rapporte le dépistage, entre guillemets, ou ce qui permet d'économiser. Et on n'évalue absolument pas ce que coûte le dépistage. C'est-à-dire, tout ce que je fais dans mon CRCDC. Voilà. Ça pourrait être fait. Mais la CNAM, la DGS, l'INCa ne le font pas. Et donc, ils nous financent, entre guillemets, à la louche. Et pas suffisamment, en particulier pour assurer la promotion du dépistage. Et même pas suffisamment pour assurer correctement le suivi des personnes et l'évaluation. Ça, c'est une partie de l'explication de la faillite du dépistage organisé en France. Donc, malheureusement, encore 17 000 décès par an. Il y a un véritable combat, on pourrait dire, une lutte, entre la politique de détection, et le rôle des facteurs alimentaires. Voilà, il faut lutter évidemment contre les mauvais comportements, et il faut évidemment, mais la vraie bataille, c'est de dépister tout le monde. Donc, il faut augmenter la participation. Donc, on va voir ce que donne la commande dans les pharmaciens. On a quelques doutes, vous avez compris. Il faut mieux définir les niveaux de risque. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et prévenir, évidemment, en profitant de ces niveaux de risque. Redéfinir les bornes d'âge, possiblement. S'intéresser, pour le coup, aux personnes à risque élevé dans les structures de dépistage. Et bien financer le dépistage organisé. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Excusez-moi encore de tous ces problèmes techniques. J'espère que vous m'avez suivi et compris. C'était parfait. Merci beaucoup. Laure, je crois que tu voulais commencer par poser une question. Alors, on a plusieurs questions que vous avez mis dans l'onglet dédié. Donc, du coup, c'est formidable. On va pouvoir les reprendre. En fait, on a plusieurs personnes qui, ce soir, nous écoutent et qui ont différents types de suivi et donc des préoccupations pour savoir quoi dire autour d'elles, notamment à leurs enfants. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de la question de Sylviane. Mais voilà, nous avons le cancer du côlon dans la famille. J'ai eu un polype précancéreux à 34 ans qui a été opéré à temps. À quel âge mes enfants doivent-ils consulter? Donc voilà, quand on a comme ça une préoccupation pour ses enfants, sachant que ses enfants ont 40 et 43 ans. Ah bon? Et elle a fait un polype dégénéré à 34 ans? Donc la personne, voilà. Donc, il devrait déjà avoir consulté. Les enfants maintenant. Eux ont 43 ans, c'est ça? 40. Voilà, les enfants de cette personne. Il n'y a pas à discuter. Il faudrait déjà qu'ils soient chez le gastroentérologue maintenant, à l'instant. D'accord. Donc pour faire. Ah oui, parce que peut-être que non, mais bien entendu, parce que peut-être que c'est pas souhaitable, évidemment. Peut-être que c'est quand même une forme. C'est une famille à très haut risque. Bon. Malheureusement, je dirais que si c'était le cas, ça serait manifesté avant 40-43 ans. Mais quand même, je veux dire, avoir un polype dégénéré à 34 ans, c'est évident que la famille, les personnes sont au moins à risque élevé, voire à très haut risque. Mais déjà à risque élevé, eh bien, il faut tenir compte de l'âge à laquelle la personne index a fait son cancer, entre guillemets, son polype dégénéré. Et normalement, il faut faire la coloscopie. Au moins 5 ans avant cet âge-là. Bon, possible, il faut aller voir un gastroentérologue, savoir s'il y a besoin d'un avis d'un oncogénéticien, etc. C'est quelque chose d'assez particulier. Ne pas rester là, c'est pas possible. Alors, vous parliez des personnes index dans les cas d'antécédents familiaux. En fait, quel lien de famille on considère? C'est-à-dire les parents, les grands-parents, les oncles, est-ce que, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, c'est les apparentés au premier degré. Parce que finalement, vous avez remarqué que l'augmentation n'est pas considérable. C'est déjà beaucoup, mais vous voyez, c'est toujours 2-3 fois plus. D'accord? Déjà apparenté au premier degré. Et finalement, le risque s'atténue considérablement aux apparentés au second degré, donc les grands-parents, par exemple. D'accord? Donc, c'est père, mère, frère et sœur. Et évidemment, enfants. Bon, c'est rare que ça commence par les enfants, mais voilà.
Donc c'est père, mère, frère et sœur. Très bien. Donc ça, c'est très Et bien. justement, je vous ai dit, il y a aussi le nombre de personnes qui sont concernées, etc. Mais à partir du moment quand même où on a une personne dans sa famille qui a un cancer apparenté au premier degré, là, il faut aller voir un gastro-entérologue et je pense qu'il faut effectivement enclencher une coloscopie, quoi. Hein. Des questions très concrètes. Là, je me permets de vous couper parce que justement, dans les différents stands, et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui se sont investies pour tenir des stands Mars Bleu et sensibiliser à ce dépistage et à ce cancer. Parmi les questions, c'est typiquement, j'ai besoin de prendre rendez-vous là. Imaginons, j'ai 40 ans, je suis un des enfants de Sylviane et je me dis, je voudrais justement faire un suivi avec un gastro et faire une coloscopie. Est-ce que je prends directement rendez-vous avec vous? Est-ce que je peux? Est-ce que je dois passer par le médecin traitant? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Parce que dans la vraie vie, pas si facile. Oui, alors évidemment, ça dépend du niveau de risque. Hein. Alors si on est à risque, si on est suspect d'être à risque élevé, donc on a des symptômes. Je vois très bien d'ailleurs, c'est Brigitte, elle a marqué si j'ai des saignements. Alors effectivement, les saignements, ça peut venir des hémorroïdes, mais un train peut en cacher un autre, et c'est pas parce qu'on pense que c'est des hémorroïdes, même si, par exemple, le sang tombe sur les selles, c'est pas mélangé aux selles. Méfiance. Le polype est tellement fréquent que, pour le coup, il faut quand même faire la coloscopie, d'accord? Donc, saignement, trouble du transit d'apparition récente, on fait des diarrhées d'apparition récente, ou inversement des constipés, c'est d'apparition récente, ou surtout on alterne diarrhée-constipation, douleur abdominale, hein, et puis évidemment les antécédents familiaux ou les maladies inflammatoires. Eh bien là, il faut effectivement aller voir son gastro-entérologue. Alors, vous savez très bien, maintenant, il faut effectivement avoir un courrier du médecin traitant, hein, ok. Mais franchement, pour moi, par exemple, c'est pas une étape indispensable, par exemple pour moi, pour aller me voir, ok. Et il faut bien voir que le gastro-entérologue était dans une position difficile parce qu'il y a des gens qui viennent même ils n'ont pas d'antécédents. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui vient vous voir? Elle vient me voir parce qu'elle craint d'avoir un cancer. Eh bien, finalement, j'ai fait écrire moi-même. Hein. À partir du moment où quelqu'un vient voir un spécialiste, eh bien, il faut quand même mieux lui faire la coloscopie. On va pas chercher cette personne. Hein. Elle vient de voir. Donc, elle fait une démarche. Pourquoi? Parce que le risque d'avoir un polype est élevé. C'est 35% chez l'homme et 25% chez la femme. Tous les polypes ne font pas un cancer. Mais il m'est quand même arrivé une fois dans ma carrière pas de refuser, de suivre la règle. Je dis, non, vous n'êtes pas à risque, etc., etc. Et puis finalement, la personne, elle avait quand même un polype avancé, hein, finalement, qui a trouvé un autre confrère. Donc, je m'en suis voulu par cette personne, évidemment. J'ai suivi les règles. Mais maintenant, on a quand même dit, voilà, si quelqu'un vient voir un gastro-entérologue pour avoir une coloscopie, on lui fait la coloscopie. Mais on va pas chercher quelqu'un chez elle pour lui faire une coloscopie. On va la chercher chez elle pour faire un test de recherche de sang dans les selles. Alors, on a une question de Nathalie sur la recherche du gène. Alors, elle dit dans quel cas on recherche ce gène et comment s'appelle-t-il? Alors, dans quel cas on va voir un oncogénéticien et on fait une recherche de gène? Quand il y a une famille de polyposes, mais en général c'est connu, hein. C'est le gène de la polypose, hein. Et c'est des familles qui sont, enfin, les gens savent dans la famille qu'ils ont des polyposes, hein, voilà, parce que la polypose, malheureusement, c'est des milliers, voire des millions de polypes, et il y en a toujours un qui va partir très vite, hein, qui va se transformer très vite en cancer. Donc c'est des personnes qui ont perdu des gens de la famille très jeunes, voilà. Donc les familles de polypose, elles savent qu'on ont une polypose, ok. Ensuite, il y a aussi les familles de Lynch, enfin, HNPCC, on appelle ça, donc les familles de cancers familiaux. C'est là pareil, ils savent, ok. Alors ceux qui savent un peu moins, c'est effectivement ce qu'on appelle les polyposes atténuées. Alors toutes ces populations-là, ça représente quand même fort heureusement pas beaucoup, puisque c'est, je dis 1 à 3%, ça dépend ce qu'on prend, si on met les polyposes atténuées dedans, etc. Mais ça, c'est vraiment des personnes pour lesquelles il faut évidemment tout de suite prendre un avis d'un gastro-entérologue, hein, et
il faut bien entendu la plupart du temps prendre un avis d'un oncogénéticien. Il y a des spécialistes évidemment qui reconstituent l'arbre généalogique et qui vont à ce moment-là rechercher les mutations et qui vont déterminer s'il y a lieu et quand il faut faire une coloscopie. Enfin, tout est assez bien protocolé pour le coup. Finalement, sauf s'ils font entre guillemets l'autruche, ils sont assez bien pris en charge. Voilà. Et sauf s'il y a des polyposes atténuées, voilà, ils sont assez bien pris en charge. Mais pour le coup, la démarche est très particulière quand même parce que ça échappe aux gastroentérologues de base au bout d'un certain temps. Parce que c'est pris en charge par des spécialistes et finalement, par exemple, aux hospices civils de Lyon, comme dans tous les établissements, moi, je ne peux pas avoir les dossiers de ces patients. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça reste un certain niveau de confidentialité qui échappe même aux gastroentérologues de base pour qu'on puisse accrocher le reste de la population, la famille. Voilà. Faut pas que ces familles soient entre guillemets montrées du doigt. Voilà. Ok, je comprends. Alors une autre question dans un autre style qui est là aussi qu'on lit ce soir, mais qu'on a pas mal entendu sur nos fameux stands, c'est finalement, il se trouve que j'avais tel ou tel problème, douleur, etc. Je suis allée voir un gastro, j'ai eu une coloscopie donc avant 50 ans. Quand je vais avoir 50 ans, il s'est rien passé. Je veux dire, on a rien trouvé d'embêtant, donc voilà, je suis rassurée. Mais du coup, puisque j'ai eu cette première coloscopie avant 50 ans, question, cher docteur, est-ce qu'à partir de 50 ans, je vais rentrer dans le dépistage organisé en faisant le kit, ou est-ce que non, à partir du moment où j'ai fait un examen de ce type, j'aurai un suivi qui sera de toute façon directement avec le gastro, avec des coloscopies avec une fréquence plus ou moins rapprochée. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Parce que c'est assez répandu comme question et je pense que ça peut nous éclairer, même nous dans l'association, pour bien répondre. À vrai dire, ça concerne pas forcément, d'ailleurs pas que les personnes qui ont en dessous de 50 ans, ça concerne également les gens qui ont au-dessus de 50 ans, qui ont fait une coloscopie, alors que finalement ils n'avaient pas fait de test, et puis ils se retrouvent avec une coloscopie normale. Bon, tant mieux pour eux, mais du coup, effectivement, avant on les reconvoquait à 5 ans, par exemple, d'accord? Mais les recommandations ont changé. Moi, je me suis longtemps occupé de la Société européenne d'endoscopie digestive, donc c'est un peu à cause de moi que ces recommandations sont bien écrites et finalement, voilà. Et finalement, on a tendance, on a écarté le délai. On a écarté le délai à 10 ans même, et on peut retourner au dépistage organisé. Dans les nouvelles recommandations. Dans les anciennes recommandations, c'est extrêmement difficile finalement de retourner au dépistage organisé. Mais dans les nouvelles recommandations, oui. Pourquoi ça a évolué? Parce que la coloscopie s'est considérablement améliorée sur le plan technologique. On voit bien mieux. Et en particulier, on voit mieux des lésions qu'on laissait échapper dans le côlon droit, qu'on appelle justement ces lésions festonnées sessiles, à tel point que même on disait que la coloscopie ne protégeait pas du cancer du côlon droit. C'était quand même ça faisait mal, pour un coloscopiste. Parce que c'est des lésions qui sont extrêmement difficiles à voir, et avec les nouvelles technologies, on les voit beaucoup mieux. Ensuite, on voit mieux parce que on sait qu'elles existent. Okay, c'est des notions qui est relativement récentes, en dizaines d'années, quoi. Enfin, même pas. Et ensuite, eh bien, on a mis en place des critères de qualité concernant la coloscopie, parce qu'effectivement, il y a des études qui montraient clairement qu'un gastroentérologue, les gastroentérologues pouvaient, entre guillemets, omettre 20% des adénomes. Certes, les petits, certes, les petits. Mais, ça a beaucoup interpellé, évidemment, et on a mis des critères de qualité que les gastroentérologues doivent suivre. Donc, ils doivent suivre leur taux de détection d'adénome. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit. On voit 100 patients, et bien, il y en a 35 hommes qui doivent avoir un polype, d'adénome. Et 25 femmes qui doivent, voilà. Et grâce à ces critères de qualité, grâce à l'amélioration de la technologie, eh bien, les coloscopies sont beaucoup plus fiables. Et donc, du coup, et puis l'amélioration de la préparation, c'est beaucoup intéressé la préparation. Et donc, du coup, eh bien, on peut se passer. Et alors, en France, on a adopté une position un peu moyenne, qui est sur de dire, à 5 ans, quand vous avez rien, vous allez revoir le gastroentérologue. Il va déterminer avec vous, en fonction de la réapparition de symptômes, etc., si vous devez aller avoir une coloscopie ou si vous pouvez aller au dépistage organisé. Donc, ça s'est beaucoup allégé, voilà, allégé, entre guillemets.
Alors, le temps file. Mais c'est un peu complexe. Enfin, je veux dire, bon, il y a un algorithme, enfin, il y a un algorithme qui est assez complexe. Donc, bon, les gastroentérologues le connaissent, mais c'est assez complexe parce que effectivement, il y a des personnes qu'on revoit beaucoup plus rapidement. Bah, s'ils ont plus de, il y a un certain nombre de polypes ou d'adénomes ou s'ils ont des adénomes avancés. Ok. Alors, une question généraliste, puis après, je sais que Oriane en a une autre, et après, on va redonner la parole à Myriam, et après, il faudrait qu'on avance, et qu'on se dise au revoir parce que tout le monde veut passer à sa soirée. Et moi, j'ai une question. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de cancer du sein, on parle du dépistage du cancer du sein avec la mammographie, mais on dit aussi aux gens, avant 50 ans, bon, il n'y a pas le dépistage organisé, mais il faut apprendre à faire une auto-palpation pour, malgré tout, détecter quelque chose. Donc, apprendre à savoir quand consulter. On a vu que dans le cancer colorectal, on a plein de progrès à faire. Est-ce que quel serait un peu le message simple à donner à tout le monde, en fait, qu'on devrait tous savoir quand est-ce qu'on s'inquiète voilà, au niveau digestif et quand est-ce qu'on va consulter pour pas passer à côté. Oui, d'accord. Donc, d'abord, faire le dépistage. D'abord, faire le dépistage à 50 ans, quand on est invité. Bon. Et ensuite, il faut s'inquiéter, il faut regarder ses selles. Ça paraît trivial, etc., mais il faut regarder ses selles. Ça peut, de temps en temps, ça fait rire, certaines personnes à qui on dit ça, mais voilà, il faut regarder ses selles, il n'y a rien de déshonorant à regarder ses selles. Après, il faut pas non plus faire une fixation pour vous savez, quand même, une grande partie de la pathologie que l'on voit en hépatogastroentérologie, ce sont ce qu'on appelle les colopathies fonctionnelles, ou les colons irritables, ou ce qu'on appelle les colites, enfin, etc., etc. C'est bon, parce que voilà, parce que pour différentes raisons, etc. Et c'est pas un domaine qui est complètement exploré à fond. Fort heureusement, on s'intéresse plus au cancer. Bon. Mais quand même, ça ennuie beaucoup la population. Et donc, il faut pas faire une fixation sur l'aspect de ces selles, etc., etc. Mais le sang, oui. Et surtout les modifications du transit. Si alors qu'on on allait bien dans la selle tout le temps, on se met à faire des diarrhées depuis par exemple un mois. Voilà. Là on s'inquiète. Ou inversement, on devient constipé. Le pire, c'est l'alternance diarrhée-constipation, parce que l'alternance diarrhée-constipation, ça traduit déjà un phénomène d'obstruction, ce qui fait que les selles ne peuvent plus passer, et pour arriver à passer, finalement, il y a un phénomène de pullulation, et à ce moment-là, elles deviennent liquides, elles passent. Mais ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais inversement, certes, on va faire une coloscopie, mais inversement, il faut également rassurer les personnes qui passent leur temps à regarder leurs selles. Non, mais ça, moi j'ai connu ça. Enfin, je veux dire, effectivement. Bon, écoutez, non, je vais pas vous le raconter parce que c'est trop. Ok. Trop. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment bien. Donc quelque chose qui intervient, qui est nouveau en fait par rapport à ce c'est là, apprendre à se connaître, regarder un peu ce qui se passe après, et finalement s'alerter s'il y a un changement qui persiste. Voilà. Ce qui est aussi des éléments qui orientent vers le rectum, par exemple, quand on a l'impression de ne pas s'être bien vidé après être allé à la selle. Alors pas une fois, évidemment, quand depuis quelque temps l'impression de mal se vider, voilà. Ou à l'inverse, quand on a envie d'aller à la selle et finalement qu'on n'évacue pas grand-chose. Ça aussi, évidemment, on comprend tout de suite que ça peut traduire la présence d'un polype ou d'un cancer dans le rectum, bien sûr. Qui donne l'impression qu'il y a une selle, mais en fait, c'est le polype qui se manifeste. Alors, on a une dernière question avant de donner la parole à Myriam. Donc, les facteurs de risque, les symptômes sont multiples. Est-ce que l'acromégalie fait partie des facteurs de risque du cancer du côlon ? Oui, c'est vrai. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Évidemment, on le cite pas parce que voilà, c'est fort heureusement très très rare. Parfait. Merci beaucoup. Myriam, est-ce que tu peux rouvrir voilà. Alors, on voudrait te donner la parole pas de la fin, mais voilà, suite à cette conférence. Je suis navré pour Myriam, je l'ai. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On a appris plein de choses et on a la chance que vous partagez ça avec nous.
On a passé une excellente journée tous les deux hier à l'Assemblée nationale. Pour votre information, d'ailleurs, aujourd'hui, un peu dans le même ordre d'idée, j'ai été reçu par la Commission des affaires sociales du Sénat. J'avais 30 sénateurs qui étaient effectivement très intéressés par le dépistage. Et bon, évidemment, à qui j'ai expliqué que le dépistage organisé ne marchait pas bien en France et qu'il fallait s'en inquiéter. Voilà. Non, mais c'est important parce que c'est un cancer évitable. C'est-à-dire que le dépistage permet éventuellement d'être diagnostiqué, d'aller vers une coloscopie et à la coloscopie d'enlever des petits polypes qui ne deviendront jamais cancéreux. Donc c'est très important de faire ce dépistage. Et après, moi, vraiment pour les plus jeunes, c'est s'informer de nos antécédents familiaux, parce que c'est encore tabou au sein des familles. C'est y penser. C'est pas c'est pas juste un cancer d'homme ou un cancer de personnes âgées. C'est sensibiliser les gens autour de nous à tout ça, et ceux qui ont l'âge d'être dans le dépistage organisé, y aller, bien sûr, puisqu'on fait Mars Bleu. Et ceux qui n'y sont pas, y penser et s'alerter. Parfait, c'est des bons messages. Laure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, moi, je voudrais vous remercier parce que je pense qu'on a vraiment des messages très utiles pour nous tous. On va les reprendre aussi et le replay sera bientôt en ligne pour qu'on puisse partager cette conférence tout au long de l'année, parce que le dépistage, c'est comme le cancer colorectal, c'est pas qu'au mois de mars. Donc, c'est aussi pour nous une façon de pouvoir avoir des supports d'information utiles et qui vont permettre de clarifier comme ça des solutions. On est fan de tout ce qui est en ligne. On va continuer. Il y aura d'autres rendez-vous avec l'équipe de Mon Réseau Cancer Colorectal pour des conférences, donc ligne colorectale, notamment au mois de mai à venir. Mais on a d'autres rendez-vous avant et je vais te laisser les présenter, ma chère Oriane, puisqu'on a une webconférence le 3 avril et après un rendez-vous en vrai en région parisienne dont tu vas nous parler. Alors, merci Laure. Alors, effectivement, j'étais en train d'écrire à Jade, mets le lien sur le chat. Donc, on va vous mettre le lien de la prochaine webconférence qui a lieu le 3 avril sur les vaccins, cette fois les vaccins thérapeutiques. On avait fait une conférence passionnante au mois d'octobre sur les vaccins préventifs. Là, c'est sur les vaccins thérapeutiques avec vraiment des super orateurs, dont Benjamin Besse, qui est directeur de la recherche à Gustave Roussy, donc qui nous fera un point sur les champs d'application des vaccins. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire à cette webconférence. Et le 27 avril à Paris, alors effectivement, on adore les choses en ligne, comme disait Laure, et on a très envie de vous rencontrer pour de vrai aussi. Donc, j'organise Trajectoire Cancer le 27 avril à Paris dans le 13e. Patient en réseau nous fait l'immense honneur d'être présent au travers d'un stand. Donc, vous pourrez rencontrer l'équipe et aussi au travers de différents ateliers. Donc, il y a des conférences, il y a des ateliers et il y a des rencontres. Donc, je vous laisse, parce que sinon ça va durer très longtemps, prendre connaissance du programme en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire. Nous parlerons aussi dépistage, prévention avec l'hygiène de vie. Et pour les dépistages, on aura notamment le CRCDC Île-de-France et plein d'autres personnes qui viendront parler du dépistage. Donc voilà, effectivement, Oriane égale Ponchon. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci professeur Ponchon d'avoir bravé la technique et finalement d'avoir pu nous passer tous les messages importants. Merci Myriam pour ton témoignage et puis pour votre action à tous les deux là sur le dépistage pour le faire connaître au niveau de nos instances. Je peux rajouter quelque chose si vous permettez. Je pense qu'en matière de dépistage, les réseaux de patients sont vraiment très importants.
Je le découvre progressivement avec le temps. Vous me diriez, j'aurais pu y penser avant, évidemment, mais bon, le travail qu'on a fait hier, par exemple avec Myriam, mais pas que ça fait longtemps. Et donc, par exemple, je vois que j'ai vu Patrick, qui est lyonnais, enfin, d'accord. J'aimerais bien, enfin, ce qu'on fait pas du tout, j'aimerais bien qu'on puisse au sein des CRCDC également travailler avec les réseaux patients. Je pense que ça serait très utile pour les salariés du CRCDC d'ailleurs, et également pour faire la promotion. Donc voilà, c'est un message. Enfin, vous allez dire, il est un peu naïf, hein, il découvre ça. Non. À vrai dire, j'ai eu des relations quelquefois un peu. Quand je m'occupais de la Société européenne d'endoscopie digestive, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'associations de patients au niveau européen. Et finalement, je trouvais que cette personne, paradoxalement, n'était pas très représentative parce que elle était un peu trop dans le faire valoir de sa position, et on ressentait pas. D'ailleurs, je me suis même demandé à un moment donné si elle avait patiente elle-même, et on ressentait pas quand même le vécu qu'elle avait eu du cancer et de la prise en charge, etc. Et donc, je pense que ce vécu, on en a besoin dans les structures de dépistage, et c'est très important qu'on renforce le lien avec vos instances, voilà, avec votre réseau. Et je souhaiterais le faire en faire d'ailleurs entre guillemets la promotion. Écoutez, merci beaucoup pour ce que vous venez de partager. C'est l'occasion de dire voilà que Myriam s'est beaucoup investie, elle réfléchit à justement s'engager dans ce type d'action et de réflexion de patients partenaires, de formations diverses. Cyril, Colette, qui sont co-responsables de ce réseau, sont l'un et l'autre aussi très, très engagés. Et je crois que ce que vous dites, c'est ça, c'est qu'en fait, on a besoin de s'appuyer sur véritablement l'expérience des patients. On puisse vous dire le vécu, les questions, les errances, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et puis, collectivement, avec notre association, on a une connaissance assez subtile finalement, puisqu'on a des personnes qui peuvent s'inscrire quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins. On a finalement plein d'exemples de parcours de soins, et on peut, autour de la table, en fait, on peut apporter une parole assez concrète. Donc, merci pour ces encouragements que je prends au nom de l'ensemble de l'équipe de l'association. Oui. Voilà, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Excusez-moi d'avoir dit ça, enfin, pas cette découverte tardive, mais cette prise en compte un peu tardive dans ma carrière, mais c'est vrai que les médecins, ils sont un peu loin des associations de patients en général, quand même. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous. Très bonne soirée. N'oubliez pas de remplir le questionnaire et à très vite le 3 avril. On vous attend. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.